Et comme on vous a dit, on fait très court, on est déjà de retour et on va parler. Alors, il y a deux gros sujets. Alors, le sujet, on va essayer de faire un peu court parce que la question des résultats aux européennes, parce que là, le gros sujet de maintenant, c'est la dissolution. Mais on va d'abord parler des élections européennes, des résultats et de ce qu'on peut en tirer, avant de parler de la dissolution et des discussions qui sont en train de se faire en ce moment même, notamment à gauche. Pour ce faire, j'ai encore Omar Bendera. Je ne vais pas vous présenter, vous deux, parce que vous étiez là. Bonsoir Omar. Youssef Boussouma. Yazid Arifi. Tu vas bien, Yazid? Ça va? Et toi? Ça fait un moment, j'ai l'impression. C'est Ouais, la ça première fait fois que tu longtemps. viens. C'est la première fois que je viens là. Ouais. Bah, parce que vous avez emménagé quand On a j'étais déménagé. Ouais. expatrié au Maroc et tout. Donc, Ah bah oui. Parce qu'il y a des priorités. Il y a Paul Elec qui va nous rejoindre dans quelques instants et je reçois Mohamed Awad. Donc vous étiez candidat à la FI à la Courneuve aux élections européennes, c'est ça? Candidat pour la liste de l'Union populaire soutenue par la France insoumise pour les européennes. Ouais. Merci. D'ailleurs, on va parler du gros score qu'a fait la France insoumise dans les quartiers populaires. Bah, justement, on va commencer par le résultat des européennes et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs grosses tendances. Tout d'abord, ce qui écrase tout, c'est le succès du RN, 31%. Plus 10 points par rapport aux élections de 2019 et qui sont en train de confirmer la tendance d'être pas seulement le parti d'opposition, mais le premier parti de France dans plein de catégories. Le deuxième, c'est la défaite totale de Macron, du macronisme, à 14,5% environ. Donc vraiment une déroute. Et après, il y a à la gauche, il y a plusieurs enseignements. L'AFI, les gens sont un peu timorés, mais il y a quand même eu une avancée par rapport aux élections de 2019. Voilà, des sièges en plus. Le succès quand même de Raphaël Glucksmann qui devient pour sélection européenne la première force de gauche, entre guillemets, et l'écroulement d'Europe Écologie Les Verts et PCF. Quoi. Voilà, donc je voulais avoir on va faire un tour de table. Qui veut commencer sur... Peut-être notre ami. Ouais, je peux commencer avec grand plaisir. D'abord, merci pour l'invitation. Oui, sur cette élection européenne, il y a premièrement un premier enseignement, moi je pense à tirer, celui de la déroute d'Emmanuel Macron. Il est, rappelez-vous, en 2017, quand il se fait élire président de la République, il dit que après son premier mandat, il va éradiquer l'extrême droite. Résultat, après 2 mandats, l'extrême droite est aux portes du pouvoir et en fait c'est le péril fasciste qui nous guette. Concrètement, c'est ça dont il s'agit. Dans 3 semaines, on peut avoir dans notre pays, ici la France, un gouvernement d'extrême droite. On peut avoir Marine Le Pen comme première. On peut avoir Marine Le Pen ou Bardella. Bon, après, ça, c'est leur tambouille interne. Mais bref, on connaît leur matrice idéologique, de toute façon. Donc, premièrement, c'est la déroute d'Emmanuel Macron. C'est sa défaite à lui. C'est lui qui s'était engagé et c'est lui qui a joué à un jeu dangereux durant ces 2 mandats. Et quand on regarde à l'Assemblée nationale, le macronisme et le lepénisme, ils se rejoignent sur plein de sujets. Ensemble, ils sont contre l'augmentation des salaires. Ensemble, ils sont contre la retraite à 60 ans. Ensemble, ils sont contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Et dernièrement, on a vu cette odieuse loi immigration qui a été adoptée grâce au vote du Rassemblement national. Et pour celles et ceux qui ont oublié ce qu'apporte cette loi, alors il y a certaines dispositions qui ont été censurées après par le Conseil constitutionnel, mais le mal est fait. Ils ont intégré dans le temps... Exactement, ils ont déroulé le tapis rouge à l'extrême droite, la priorité nationale, la préférence nationale, conditionner l'octroi d'aide sociale à la préférence nationale, enfin des choses que le Rassemblement national lui-même rêvait et n'espérait pas exactement. Et donc, pour pas faire trop long, deuxième enseignement, moi j'ai été candidat pour la France insoumise sur cette liste, en Seine-Saint-Denis, juste pour donner aussi le ton de cette liste-là, on a été... Dans quelle ville Moi, j'ai milité à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Et c'est la seule liste pour les européennes qui a investi autant de candidats en Seine-Saint-Denis. C'est dire la priorité qui a été la nôtre, à savoir parler au quartier populaire. Et donc, très fier du résultat dans ma ville, à La Courneuve, on fait 58%. Ouais. Ah ouais. C'est un des plus hauts scores. C'est un des plus hauts scores nationaux. Ouais. Et on fait plus 360% par rapport à 2019. Je sais pas si vous vous rendez compte. On passe de 700 voix à 3500 voix. Il y a eu un gros travail. C'est ça. Ouais. Et donc, la règle, c'est simple, c'est que la stratégie de l'Union populaire, l'union du peuple à la base, parler au quartier populaire, ça marche. On connaît la recette. Et pour terminer, j'espère que de l'accord d'union de la gauche
qui j'espère, va sortir au vu de l'urgence qui est face à nous. J'espère qu'on gardera cette cohérence-là, à savoir un programme de rupture, un programme qui réponde aux besoins des gens et surtout un programme dans la clarté. Il faut qu'on puisse faire une union sur un programme qui a déjà rassemblé 22% des électeurs lors des dernières élections présidentielles. Et donc, il faut répondre aux questions suivantes. Est-ce qu'on est d'accord pour faire la retraite à 60 ans? Est-ce qu'on est pour la reconnaissance de l'État de Palestine là, tout de suite, maintenant? Est-ce qu'on qualifie de ce qui se passe en Palestine comme étant un génocide ou pas? Est-ce qu'on est pour le blocage des prix, etc., etc. Voilà. Donc la France insoumise, elle a cette clarté, cette cohérence. Et puis voilà, avec hâte, j'attends l'issue de ces discussions et de ces tractations. Avant qu'on parle de tout ça, sur les résultats, ouais. Alors, sur l'élection elle-même, ça serait... Après, petit détail, en fait, tout le monde savait que c'était aussi une élection nationale, quoi. C'était ça les enjeux, et c'est pas pour rien qu'il a dissous. Bon, ça a toujours été de toute façon l'élection nationale. Moi, je voulais parler justement de l'Europe. Parce que, encore une fois, en dépit du fait que ce soit quand même un scrutin qui ait fait l'objet de beaucoup de discussions, dans un contexte génocidaire qu'on connaît bien, on en a, voilà, enfin, je veux dire, il y a une campagne qui a été menée de haute lutte, notamment par la France insoumise, en vrai, parce que c'est vraiment la force qui s'est le plus affirmée et qui a tenu le pavé sur les propositions concrètes, etc. Malgré tout le bruit qui a été fait, l'abstention, elle est à 47%, 48, 46. Donc, grosso modo, ce qui se confirme, scrutin après scrutin, 2014, 2019, il faudrait remonter, je n'ai pas regardé le détail, c'est que grosso modo, il y a une bonne moitié des gens qui s'en fichent. J'aimerais aussi que cette élection, au-delà de la France, puisse servir aussi un peu de bilan au projet européen dans son ensemble, parce que c'est ce qui nous est vendu depuis grosso modo la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la communauté européenne du charbon de l'acier, la communauté économique européenne. C'est grosso modo, on organiserait la paix entre les peuples européens sur la base du commerce, sur la base de la création d'un marché commun devenu unique, etc., l'approfondissement des relations commerciales. 75 ans après, où est-ce qu'on en est? En France, on se retrouve avec les héritiers des Waffen-SS et des collaborationnistes qui sont à 31%. Si on additionne la droite nationaliste, on est grosso modo à 40%. Oui, il y a Zemmour, en Allemagne, des Républicains. En Allemagne, le pays du Troisième Reich, Alternative für Deutschland, ils sont à 40%, je crois. Hégémonique, une force qui n'existait pas il y a 15 ans, ou presque. L'Autriche, alors je ne sais pas comment il s'appelle là-bas, l'extrême droite, mais pareil, ils font des scores extraordinaires. En Italie, le pays de l'antifascisme par excellence, il se retrouve avec Fratelli d'Italia, le parti de Meloni, une mussoliniste notoire, pareil, qui sort avec quasiment 30% des voix, etc. Alors, il reste encore des pays qui sont un peu épargnés. Alors, il y a l'Irlande, qui est la belle surprise, qui nous étonne pas, nous autres décoloniaux, parce qu'on connaît ses positions qui ne sont pas étonnantes sur la question coloniale palestinienne. Il y a l'Espagne, où le bipartisme, grosso modo, PSOE, PP, continue quand même à être là, malgré tout. Podemos s'est effondré. Il y a Sumar qui prend une partie de son électorat, mais grosso modo, la gauche radicale, c'est 10%. Et puis il y a le Portugal, mais c'est des pays périphériques. En fait, le noyau dur de l'Europe, les pays fondateurs, grosso modo aujourd'hui, sont dans un contexte où l'Union européenne leur sert de cheval de Troie de l'extrême droite. Donc c'est quand même bien qu'on puisse tirer ce genre de conclusion après 75 ans en particulier sur les dernières décennies, de massacres des services publics, de grandes orientations des politiques économiques qui ont été meurtrières. On se rappelle de la Grèce, par exemple. Est-ce que le taux de participation dans les autres pays est à peu près semblable? Est-ce que c'est aussi J'avoue ne pas avoir regardé les chiffres. Peut-être, Paul, tu as des infos sur le taux de participation. Dans les autres pays, il y a le même taux de participation. Est-ce que c'est aussi une élection qui est assez... Parce que là, un point qui est intéressant à voir, c'est comme une élection qui est boudée, notamment par les classes populaires. Et c'est aussi là que c'est une grosse défaite pour Macron. Bah oui. Parce que normalement, c'est son public qui va voter. Donc je voulais vous savoir si dans les autres pays, c'était un peu pareil. Mais... historiquement, moi je sais, l'Italie, que je connais plutôt pas mal, c'est un pays dans lequel on ne vote pas beaucoup aux européennes. Je pense que c'est une tendance qui est plutôt globale. Et ça peut se comprendre, en vérité. Nous autres, nous sommes un peu sensibles à la question politique. Mais en vérité, quand on va mettre un bulletin dans une urne pour l'élection européenne, on ne sait pas très bien quel pouvoir on est en train de donner aux gens qui vont aller à l'Assemblée, enfin au Parlement européen. Ils n'ont pas l'initiative législative n'appartient pas au Parlement. Le Parlement n'a qu'un rôle consultatif. Quasiment, et on peut donner des tas d'exemples de cela. Je le dis à chaque fois, mais la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël a été votée au Parlement européen en 2003. Ça a été voté en 2003, peu de gens le savent, et ça n'a jamais été appliqué. C'est quand même assez extraordinaire. Ça montre bien, et on se retrouve aujourd'hui dans la même situation
qu'en 2003. C'est-à-dire que si en 2003, cette mesure avait été prise, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas ces massacres épouvantables au vu de tout le monde. Voilà. Alors, oui, il y a un problème de micro. Pour finir sur les élections, Alors, sur les résultats. le fond de l'affaire sur l'Union européenne, c'est que les gens doivent bien se mettre en tête qu'en vérité, c'est une mécanique institutionnelle qui, grosso modo, est pilotée par des commissaires. En fait, c'est la Commission européenne qui a le pouvoir en Union européenne. Et, les commissaires ne sont pas élus. Grosso modo, il y a une règle classique qui dit un commissaire par pays. Mais en fait, si tu veux, ce qui ressort quand même de cette affaire, c'est que l'Union européenne, c'est une espèce de construction rêvée de la bourgeoisie qui a trouvé là un moyen parfait, tu vois, au nom du fédéralisme et de l'amitié entre les peuples. Le camoufler, c'est turpitude. Mais oui, et puis surtout, tu vois, de prendre des décisions qui prennent ensuite la forme de traités à valeur plus que constitutionnelle. Alors très court parce qu'on va pouvoir faire, en fait, si tu veux, les souverains de pouvoir exercer leur pouvoir démocratiquement dans les pays, quoi. Je suis désolé, je vais souvent vous couper parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et si on veut tous intervenir et traiter les... Vas-y. Bon, très rapidement, le résultat, on voit que ce pays est à la croisée des chemins. C'est vraiment jamais, je pense, quelque chose a été aussi tendu. Enfin, la situation a été aussi tendue. Macron qui décide de tout remettre sur la table et de jouer le tout pour le tout. Alors, on sait très bien que Macron, en faisant cela, il prend tout à fait le risque. Là, on parle pour l'instant des résultats européens. Ouais, des résultats européens, tout à fait. Bah oui, mais ce résultat, en général, je veux dire, il est qu'est-ce qu'on peut dire ? La grande inquiétude, c'est évidemment le score que font les partis fascistes. Toute force fascistoïde confondue, on n'est pas loin de 50%. Allez, avec toute partie de la droite LR, franchement, je dirais pas que Ciotti est vraiment très très éloigné de Maréchal Le Pen. Sûr, oui. On ne me fera jamais croire cela. Donc franchement, l'un dans l'autre, on n'est pas loin on approche des 50%. Ça, c'est quelque chose de... Là, on approche. Alors ça, c'est une situation qui est extrêmement inquiétante. Et la bonne nouvelle, c'est évidemment le score de la France insoumise. Ce score de la France insoumise qui signifie aussi une levée des quartiers populaires. Et je dis bien des quartiers populaires, et Mélenchon a eu raison de le dire hier, ce sont d'abord des quartiers populaires. Et ça me permet juste de rebondir sur un truc qu'on entend partout. Mélenchon, et c'était la critique que Roussel faisait à Mélenchon lors de la présidentielle, Mélenchon serait censé s'adresser, vous savez, aux franges radicalisées des quartiers outre-périphériques. D'accord ? C'est-à-dire que Roussel ne considère pas ces quartiers comme étant des quartiers populaires. Il les considère, disons-le, comme des quartiers d'Arabes, de musulmans et de Noirs radicalisés, possiblement. C'est absolument infâme. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'on prend la carte électorale de tous ces quartiers, effectivement, Seine-Saint-Denis, les grands ghettos, ça correspond à ce qu'on appelait la banlieue rouge avant. Donc ça veut dire que populaire, il y a populaire. Mais oui. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque c'était la banlieue rouge, c'était vraiment les fiefs et tout le monde était content de dire c'est la banlieue rouge. Ce sont les forteresses ouvrières, les fiefs. Mais quand il s'agit de ces quartiers aujourd'hui qui évidemment sont peuplés très, très, très massivement d'Arabes, de Noirs, etc., parce que ce sont les couches populaires les plus exploitées, évidemment les couches issues d'immigration les plus exploitées. Or, du coup, ça permet de stigmatiser. C'est ça qui est absolument ignoble. Il faut absolument considérer ces quartiers comme des quartiers populaires, et c'est très très important. C'est pas des quartiers de Noirs et d'Arabes, parce qu'il y a un racisme, mais en vérité, si les choses, si ce pays marchait pas sur la tête, eh bien, on dirait simplement les quartiers populaires, et ce sont les quartiers où se retrouvent les couches prolétaires les plus exploitées. Et on en serait fiers, au lieu d'avoir cette attitude. Je trouve ça ignoble, cette attitude qu'a eu Roussel, je le dis, et qu'ont certains de dire Mélenchon, en fait, il parle... voilà, c'est tous les Arabes noirs. Donc, nous sommes fiers de dire que alors, c'est plus la banlieue rouge, je sais pas comment on va la qualifier, mais ça, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est un réveil de ces quartiers qui, d'habitude, ne votaient pas d'une façon générale, et encore moins aux européennes. Et on voit quand même que là, il y a encore des choses, et ça va être tout l'enjeu de ces 3 semaines, faire voter massivement ces quartiers. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle qui donne de l'espoir. Oui. Et après, juste un chiffre sur la participation. Au niveau de la Seine-Saint-Denis, au premier tour des élections législatives, dans le cadre de l'accord de la NUPES, on obtient 139 909 votants. La NUPES obtient au premier tour des élections législatives 139 000 votants. La France insoumise, à elle seule, elle obtient aux européennes 130 000 voix.
Ah oui. Ah oui, C'est voilà. c'est dire en Donc, fait la participation exceptionnelle Bien sûr. des gens des quartiers quand on Bien a un sûr, programme bien sûr. clair Mais avec des idées claires. Ça, c'est une belle réussite, ça. Hein. on parle des quartiers comme des endroits extrêmement conservateurs, réactionnaires. Ce sont ceux qui ont le plus voté à gauche dans le pays, finalement. quoi. Bah oui, oui. T'as tout à fait raison. Omar, oui. tu as quelque chose à dire sur les résultats? Moi, ce que je constate, c'est deux éléments quand même qui structuraient la vie politique française jusqu'à ces élections. C'est le gaullisme, qui a disparu complètement, et le communisme, qui s'est volatilisé, qui s'est évaporé. Aujourd'hui, la droite classique, dite droite républicaine, dite droite du gouvernement, n'existe que de manière résiduelle à travers le résultat des Républicains et de Macron. C'est quand même une contre-performance monumentale. Et on voit que la droite s'est transférée à l'extrême droite, massivement. Et avec l'apport non négligeable des anciens électeurs du Parti communiste. Il faut bien noter que là, c'est un travail d'analyse qu'il conviendra de faire pour mesurer le transfert de voix du PCF vers l'extrême droite. Il est là. Il explique une partie il explique. Beaucoup de sociologues nous disent que c'est une réalité. Cet électorat, il est parti où? S'il n'est pas parti dans l'extrême droite, il n'est pas allé massivement vers la France insoumise, il n'est pas allé massivement vers le PS. Et l'abstention a toujours été là. Oui, mais l'abstention, beaucoup d'ouvriers. Il y a un problème de discours extrêmement efficace, de propagande extrêmement efficace, raciste, qui a fonctionné. Il faut bien le regarder dans les yeux et se dire, oui, il y a aujourd'hui une dominante idéologique raciste dans toute la droite et dans le Parti socialiste français, qui fait que les élections aujourd'hui sont tronquées par ce seul élément-là. On a réussi à vendre aux couches populaires blanches l'idée que leur ennemi n'était pas le patronat, mais que leur ennemi était le travailleur immigré qui profite des allocations familiales et qui bénéficie d'un traitement de faveur inexpliqué en raison de je ne sais quelle mensuétude d'État. Donc il faut bien regarder en face ces réalités pour comprendre ce qui est en train de se jouer. La constitution de la base sociale du fascisme, elle ne s'est pas faite au détriment de la bourgeoisie, elle s'est faite toujours au détriment des couches populaires. Paul qui est arrivé, là on parle des... Non, mais je suis pas d'accord parce qu'en fait, sur la sociologie, effectivement, il y a Pascal Perrineau qui était un responsable du centre de recherche en sciences politiques de Sciences Po qui avait inventé ce concept de gaucho-lepenisme en essayant de nous faire croire que c'est l'ancien électorat ouvrier communiste qui a massivement participé à la bascule vers le vote d'extrême droite et depuis ça a été... alors, est-ce que tu Oui, mais à vois l'époque, Paul, peut-être. Parce que je sais qu'à l'époque, effectivement... Attendez, parce qu'il y a un problème de micro. Est-ce que tu peux... Sinon, il y a ça. Tu veux parler Si vous voulez, là c'est mieux. Ouais. Je disais donc il y avait ce concept de gaucho-lepenisme inventé par Pascal Perrineau. Oui, consistait à faire croire que l'électorat communiste avait massivement participé à la montée du Rassemblement national. Et ça a été depuis largement... Oui, mais à l'époque, Paul, tu crois pas qu'il y a une évolution, justement? Parce que je me rappelle de ce justement, je pense pas. Je pense que si on regarde par vague, ce qui se passe en fait, c'est que la majorité des transferts électoraux se font de proche en proche. C'est-à-dire, on va d'options proches. Pourquoi? Parce que ces options sont généralement idéologiquement proches et c'est logique. Qu'on bascule au fur et à mesure. Si on regarde sur les 20 dernières années, les transferts électoraux entre par exemple ce qu'on appelle gauche radicale et extrême droite, ils oscillent entre 1 et 2%, généralement effectivement plutôt vers l'extrême droite, mais c'est absolument négligeable d'un point de vue comptable. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a des basculements de catégories, y compris des catégories populaires de droite. Je rappelle qu'au moment du programme commun, un tiers des ouvriers votent pour la droite. Mais c'est ça le truc, c'est d'oublier qu'il y a des ouvriers qui ont toujours voté à droite. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours... La population agricole a toujours été
été massivement de droite. Et on peut donner Oui, elle a complètement fondu, cette population agricole. Et maintenant, mais il y a bien 40 ans, sûr, elle était je sais bien. conséquente. Mais Oui, par bien contre, sûr. regardez les classes populaires qui ont voté Sarkozy en 2007 sur travailler plus pour gagner plus. Hein, logique méritocratique du travail, xénophobie, on est vraiment sur un bon créneau. Et c'était la première fois que, d'ailleurs, la droite dite républicaine, enfin, en tout cas l'UMP à l'époque, l'Assemblée de différentes formes de droite, des droites libéraux, des droites réactionnaires, avait réussi à capturer une partie de cet électorat du Rassemblement national. Et si vous regardez en 2012, une part non négligeable des gens qui s'étaient portés sur la candidature de Sarkozy dès le premier tour en 2007 ont basculé sur le Rassemblement national. Et en fait, vous avez encore ce jeu de vases communicants qui persiste et qui continue dans des perspectives beaucoup plus récentes, notamment avec des jeux. Là, il va falloir qu'on se pose une question. Pour l'instant, j'ai pas eu les transferts sur les européennes, mais il y a plus 3 millions de voix pour l'extrême droite. On passe de 6,5 millions de voix en 2019 à 9,5 millions. Particulièrement, le RN prend 2,5 millions de voix. Dans la même période, effondrement du bloc centriste, du bloc bourgeois, ils perdent 1,5 million de voix. Moi, mon hypothèse, à confirmer avec les datas, hein, mais c'est qu'une partie de l'électorat qui a poussé La République En Marche en 2019 sont des anciens républicains. On avait bien vu comment le premier quinquennat, par sa politique réactionnaire, avait pour but de phagocyter l'électorat de droite. Ouais. Et en fait, en passant par différentes options, on brise les fidélisations politiques et on permet ce genre de basculement. Vous avez un autre exemple, c'était à l'époque les gens plutôt, on va dire, un peu plus aisés d'une bourgeoisie conservatrice qui votait Dupont-Aignan pour voter à l'extrême droite parce qu'il y avait encore ce stigma de voter pour les Le Pen. Et puis une fois qu'on a voté une fois Dupont-Aignan, puis 2 fois, après en fait on peut directement repasser. Et donc le basculement général il se fait plus là-dessus. Mais du coup ta question c'était plus sur les résultats. Moi j'en dirais 2 mots, je suis désolé, je suis très fatigué, c'est mon 3e plateau de la journée et je suis malade. Le meilleur pour la fin. Voilà. Voilà. Non, mais c'est en gros explosion du bloc d'extrême droite, 3 millions de voix supplémentaires en comptant toutes les nuances de l'extrême droite. Hein. Et je parle même pas des LR, parce qu'effectivement, je veux dire, une feuille de papier à cigarette entre les deux, à plein d'aspects. Effondrement du bloc centriste, hein, 1,5 million de voix en moins, y compris les Républicains en récupèrent très peu. Si je regarde, ils récupèrent 200 000 voix ou 100 000 voix, je sais plus. Donc c'est pas grand chose. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe sur le bloc à gauche. Parce qu'il y a une augmentation du bloc de gauche. On a une augmentation de. Tu mets qui dans le bloc de gauche? Alors là, je mets toutes les nuances de gauche. La NUPES, après, on va discuter. La NUPES. Ouais, en gros, si vous voulez, on reprend l'espace NUPES. Vous avez une augmentation de 1,4 million de voix. C'est-à-dire qu'avant, en 2019, si on fait le total, on a un total gauche qui monte. Ouais. En gros, il augmente le total gauche. Pardon, j'ai les chiffres dans l'autre sens, c'est pour ça. Il est à 6,4 millions en 2019, il est à 7,8 en 2024. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la contribution de la gauche radicale à ça est majeure. Dans le sens où si on regarde le total PS Europe Écologie Les Verts, il augmente, il fait un peu plus 300 000 voix. Mais en fait, il reste stable. C'est-à-dire que le rapport, c'est juste à l'intérieur que les vases communicants. Ce qu'appelle la gauche radicale, c'est l'AFI principalement. Oui, j'ai mis le PCF dedans, même si vous connaissez mon. Il a PC le PCF. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on regarde, pour mes calculs, j'ai mis d'un côté PS Europe Écologie Les Verts, de l'autre FIPC. Après, on peut discuter de PCF, mais voilà, sur cette base-là. Et en gros, si vous voulez, l'AFI, elle fait 1,4 million de voix en 2019, elle en fait 2,4 millions en 2024. 1 million. Elle chope 1 million de voix sur une augmentation totale de 1,4 million, c'est énorme. Alors bien sûr, il y a plus de il faut souligner qu'il y a plus de votants, hein, il y a 2 millions de supplémentaires et donc c'est lié. Mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça nous donne un rapport interne à la gauche qui est différent. En 2019, le bloc l'aile droite de la NUPES, en gros, fait 70% des voix à gauche et 30% pour la gauche radicale. En 2024, c'est 60-40. C'est-à-dire que la progression de la gauche, elle est la progression de l'option la plus radicale, ou en tout cas des gens qui ont considéré sans doute que si vous avez vécu la même période que nous dernièrement, une période de procès politique, de macartisme, de répression forte, etc., l'AFI a été un vote paratonnerre. Mais ce qui est dingue, c'est les résultats de l'AFI, malgré la campagne qui était dégueulasse à l'égard de l'AFI, mais tout le champ politique. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Mais vraiment, vous en avez sans doute autour de vous des gens qui, c'est pas forcément les plus grands aficionados de l'AFI, mais qui ont dit, là, on vient récompenser le rôle de paratonnerre. Il y avait que des claques à prendre et ils les ont prises. Au contraire de se dire,
On sait bien que les opportunistes du Parti socialiste et des Verts, ceux qui ont tout le temps esquivé les confrontations Paul, avec le pouvoir, il y a quand même une chose, c'est quand même la Palestine. La Palestine a quand même énormément drainé, ça c'est clair. Bien sûr, mais c'est ça que je veux dire par paratonnerre. C'est-à-dire que les gens qui ont assumé que sur un certain nombre de questions, Mais pour défendre des positions de front, aussi, il faut être capable de se confronter avec la haine, etc. Oui. C'est ça la différence Et que ça peut être fondamentale une à gauche. stratégie gagnante quand même pour la gauche, quoi. C'est ça qui est Alors, intéressant à en fait, voir. je pense que c'est pas juste une stratégie gagnante. Un des enseignements importants de cette élection, mais je pense, nous on le sait déjà, mais en fait c'est bien que les gens se le mettent en tête, c'est que il n'y a pas de chemin politique praticable dans la tendance Macron, ni droite ni gauche, dans la modération qui est incarnée par Macron en 2017, qui va être incarnée par Glucksmann, parce qu'en fait Glucksmann, qu'est-ce qu'il va faire? Plus d'outrance, il a dit. Plus d'outrance. Glucksmann, il va prendre la place de Macron. Pourquoi? Il a Parce que proposé Macron- Laurent Berger Premier ministre là. Oui, Ouais, j'ai lu ça. Ouais. Quelle est la différence entre Glucksmann et Macron? C'est que Macron, il a eu le pouvoir. Il a passé 7 ans au pouvoir. Parce que je sais pas si vous vous souvenez des accents macronistes de 2017. Il y avait un côté presque woke, hein. Mais il y avait un quand tu côté l'écoutes maintenant, anti-islamophobe. anti-islamophobe, la Ouais. dénonciation du laïcisme. Beaucoup il de a dit à musulmans Marseille, votaient Macron à l'époque. Je vois des Marocains, sûr. des Tunisiens, Tout des à fait. Sénégalais, etc. Tout à fait, Enfin, tout à fait. le blabla de l'antiracisme moral à 2 balles qu'on connaît. Mais on part de là et on se retrouve avec un type mais qui a été capable de toutes les outrances fascistes, qui se retrouve à voter des textes avec Le Pen, mais qui a été capable de toutes les horreurs, même d'un point de vue des libertés individuelles. On parlait de la droite gaulliste tout à l'heure. Qu'est-ce qui reste de cette droite prétendument attachée aux libertés individuelles? Il nous reste 2 coursons, peut-être, vaguement, et encore. Et le reste, c'est quoi? Tous ces gens-là peuvent aujourd'hui être considérés comme étant plus ou moins engagés dans une dérive fascistoïde. On est dans une situation où les dérèglements sont tels, où les gens se font tellement maltraiter d'un point de vue économique et social, qu'il n'y a pas de place pour la modération d'un point de vue de la proposition politique. Donc Glucksmann, par exemple, c'est le même destin qu'il attend que celui de Macron. Je veux dire, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc la seule stratégie qui est tenable d'un point de vue politique pour la gauche, c'est celle de l'AFI. La question, c'est celle du temps. Parce que là, on sent qu'il y a une tendance qui est en train de s'installer, de progression de l'AFI, effectivement, par rapport à 2019. Mais on voit qu'il y a des reflux. Par exemple, là, on sort de cette élection et il y a Glucksmann qui est en train de dire qu'il est en tête à gauche. Ce qui est notoirement faux. Parce qu'en fait, on sait bien que le vote aux européennes, il souffre de multiples biais par Mais les rapport classes populaires votent moins. oui, exactement, parce qu'elles n'en voient pas l'intérêt et à la limite, je les comprends. D'ailleurs, l'exploit de l'AFI, De faire un score de faire voter les quartiers pour les européennes. Pour les européennes, bien sûr. Non, en vrai, quand tu regardes de loin, c'est c'est quand même un truc de fou. Mais tout ça pour dire que la seule stratégie tenable, et ça va rejoindre la discussion qu'on aura après, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autres, en fait. Toutes les autres, elles ont vocation à finir comme Macron. Mohamed Abouad. Ouais, juste sur tout à l'heure, tu parlais de la Palestine, de Gaza. Je pense que ça a joué, mais je pense que c'est aussi le résultat et le résultat de la France insoumise, notamment dans les quartiers populaires. Je dirais que ce serait assez réducteur de parler uniquement de Gaza. Je pense que c'est le fruit aussi du racisme. Ça a été un moteur pour plein de gens. Hein. Oui. Plein de gens d'ailleurs se sont politisés sur la question palestinienne, et je pense que nous, on a eu raison de dire que non seulement c'est un sujet politique majeur, mais c'est que c'est un sujet européen. Bien sûr, on l'a dit bien à chaque sûr. fois. Évidemment. Le premier partenaire commercial de l'Union européenne, c'est Israël. Et donc, bien évidemment que c'est une question européenne. Mais je pense aussi que c'est le fruit d'une relation de confiance qui a commencé à être nouée avec l'électorat populaire depuis 2017 et qui est monté en puissance. Je veux dire, mais Mélenchon, il a été là à chaque fois qu'on a eu besoin de lui. Ouais. Oui, c'est Il vrai. a été là lors des violences policières. Exactement. Là où tout le monde s'est défilé, il était là sur ce qui se passe actuellement à Gaza. Et il a dit les termes. Je veux dire, comme disent les jeunes, il a parlé français. Il a dit les choses. Sur l'islamophobie, il était là. Après l'attaque, pour rappeler, d'une mosquée, la mosquée de Bayonne, je crois, par un ancien candidat du Rassemblement National à une élection, je ne sais plus c'était laquelle, départementale ou municipale, et il était là, là où peut-être d'autres personnes maintenant qui parlent de Front Populaire disaient qu'ils avaient piscine. Oui, donc ça, il faut que les gens s'en rappellent. Et franchement, moi ce que je dis, et je l'ai vu en faisant campagne dans ma ville à La Courneuve et en Seine-Saint-Denis, j'adore Manon Aubry, je disais que c'était la tête de liste, mais je disais aussi beaucoup que c'était le label Mélenchon qui est là. Bien sûr. Et c'est un label de confiance. Ah, il y a Mélenchon, je prends. Mais c'est évident. C'est carré en fait. Ça va être la discussion d'après, mais c'est évident que dans les quartiers, on vote
Rima Hassan aussi a joué, mais Mélenchon. Dire la figure qui compte. Elle a joué, mais peut-être surtout chez des jeunes, etc. Mais Mélenchon, voilà, c'est un engagement. Bah oui. C'est un engagement dans la durée, c'est un label de confiance que moi j'ai vu, exactement, un label qualité, ouais. C'est qu'en gros, il va pas te trahir. Ouais, mais moi je pense qu'il personnifie quelque chose qui est la grande différence stratégique entre les deux groupes de gauche là qu'on a analysés comme différents. Dans la crise politique actuelle, qui se conjugue, on va dire plus post-2008, on a les conjonctures de polycrise systématique, là, il y a deux chemins. Celui que tu disais condamné, c'est le chemin d'une issue conciliatrice avec la crise politique. C'est-à-dire des gens qui ont été le Parti socialiste, qui ont été les Verts, etc., qui, dès lors qu'il y avait une polémique, dès lors qu'il y avait une confrontation à avoir avec l'agenda du pouvoir, ont essayé de sauver leur plume et de ne pas rentrer dans la bataille avec une forme d'opportunisme qui est le fait qu'ils représentent, si on regarde le cœur vraiment de ce qu'ils représentent, les intérêts de classes intermédiaires qui n'ont pas un besoin de changement immédiat et absolu tout de suite. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont le temps d'être de gauche à voix basse. Et du coup, lui, il personnifie l'inverse. C'est-à-dire une bataille où on est prêt à une confrontation, quel que soit le coup. Et c'est là où il y a une forme de conviction intéressante et que ça résonne avec les gens parce que, encore une fois, je veux dire, on en avait parlé, je crois que c'était sur ce plateau, la France insoumise, avant le 7 octobre, sur la Palestine. Oui, ils en parlaient pas trop. Donc le paradoxe, c'était bien que... PCF qui Ce qui montrait bien que le paradoxe, c'était que, bien sûr, moi je crois à la conviction, je crois que même à l'intérieur de la France insoumise, il y avait plein de gens comme à gauche qui ont un attachement à la Palestine, mais la question de la confrontation, c'était la capacité à dire, nous n'allons pas valider votre grille d'analyse, type discours de guerre de civilisation, type ordre mondial, type Samuel Huntington, clash des civilisations. Et c'est cette capacité à toujours se confronter sur islamophobie, etc., quoi qu'il en coûte, je dirais, en dehors des revirements tactiques, et je pense que c'est ça qui sépare encore les gauches, et c'est ça encore qui va nous porter sur la discussion sur la forme. Oui, mais vous n'avez pas les bons mots. On s'en fout. Enfin, je veux dire, au contraire, je pense d'ailleurs que les gens qui ont de la gouaille et qui assument de parler dru et parler fort s'appelaient à des catégories dont les rapports sociaux sont marqués par des rapports soit de violence sociale, violence institutionnelle, soit des violences de discrimination. Et ils sont pas là en train de dire... Et c'est ce qui marche à l'extrême droite. Également. L'extrême droite marche parce que elle dit les termes entre guillemets, c'est-à-dire elle n'hésite pas à être dans l'outrance. En tout cas, Benoît Coquart, le sociologue, semble souligner qu'effectivement, regardez d'ailleurs, le meilleur exemple qu'on va avoir, c'est il dit que effectivement les questions d'assumer le débat, voire la confrontation n'est pas un problème. Regardez, le meilleur exemple pour ça, c'est la différence entre l'électorat Reconquête et l'électorat Assemblée nationale. Oui. L'électorat Reconquête a piqué à la présidentielle, Zemmour, il pique un peu à Le Pen, particulièrement dans les CSP un peu plus qui votaient RN, mais peu dans les classes populaires, parce que pour eux, Zemmour, c'est un bourgeois. Il parle pas, enfin, c'est un bourgeois néolibéral qui leur parle pas. La proposition raciste tout à fait. du Rassemblement national, elle est concrète pour eux, et c'est un pacte qui parle concret pour eux, et qui est dans une confrontation autre que Zemmour, qui a toujours été sur les plateaux, journaliste au Figaro, etc. Et ça compte. C'est pas le tout, mais ça compte. RN, qui d'ailleurs maintenant peut se permettre de ne pas faire campagne pratiquement. Je les entends peu sur des sujets importants. Leur parti pris, c'est de ne jamais s'exprimer. On se rappelle de la réforme des retraites, on n'a pas entendu un mot. Ils votent la moitié des textes avec Macron. En fait, et ils ont mis une tête d'affiche qui a un garçon qui a vraiment la tête du bon genre par excellence. Pas un mot sur les salaires pendant les Gilets jaunes. Pas un mot sur les salaires. Bien sûr. Mais c'est... Leur ancrage, il est tel que ça va de soi de voter RN désormais. Ça interroge. Oui, vas-y, Omar, je t'en prie. Oui, mais la question des gilets jaunes... Alors un peu plus près du micro, s'il te plaît. Qu'est-ce que sont devenus ces gilets jaunes? Où ont-ils été? Au niveau du vote, tu veux dire? Oui, pour qui ont-ils voté? C'est une question que, à mon avis, on doit se poser dans la gauche radicale. Pour remobiliser ces gens-là qui étaient quand même, qui ont subi une répression épouvantable, extraordinaire, et qu'on retrouve souvent se solidarisant avec les thématiques de l'extrême droite. Donc il y a une question ici qu'il ne faut pas éluder. Je pense qu'il serait de mauvaise politique que d'ignorer cette donnée-là. Ceux qui ont voté pour la LFI essentiellement dans les quartiers populaires, tu les connais. C'est pas des gilets jaunes.
C'est ce que. Parfois, c'est des gilets jaunes. Oui. Ouais, mais c'est majoritaire. Hein, mais oui, je comprends. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux. Majoritairement, tu vois ce que. les Voilà, ronds-points. j'ai vu sur place moi-même. Donc, je suis un peu étonné qu'on ne parle pas, on ne s'adresse pas à ces catégories-là. Tu vois, moi, je suis vraiment un peu étonné par le discours qui oublie ces classes populaires-là. C'est-à-dire les classes populaires blanches. Ouais. Ok. Non, mais effectivement, les gilets jaunes, ils incarnaient des franges du salariat qui ont une position très particulière. D'abord, c'est du petit salariat, hein, généralement, qui veut dire que la possibilité de connaître un conflit sur la question du travail est limitée, hein, parce qu'ils sont en gros des petites structures dans lesquelles le patron n'est pas forcément un ennemi, mais plutôt un interlocuteur du quotidien. D'ailleurs, le mouvement se mobilise hors des genres ouvrés, pas par la grève, et s'adresse au gouvernement. Hein, dans des espaces où la syndicalisation est presque inexistante. Si vous rajoutez à ça l'endroit où ils habitent, c'est-à-dire le fait que leurs modes de vie sont marqués par 1. L'utilisation de la voiture, 2. Souvent la petite propriété du logement, hein, pas l'habitat collectif des grands ensembles urbains, hein, la petite propriété. Ben, déjà ça vous éloigne de la gauche. Pas de conflit au travail, plus un rapport à la propriété qui, quand tu entends la gauche dire on va taxer l'héritage, tu flippes. Et puis en plus, si tu rajoutes à ça, et par exemple les travaux de la sociologue Violaine Girard insistent là-dessus, que certains de ces milieux de périurbains pavillonnaires ont été construits sur une cooptation blanche. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte qu'on a accueilli les gens qui fuyaient les quartiers populaires, on voulait plus habiter avec les Noirs et les Arabes, et on va se coopter à l'intérieur. Violaine Girard travaille autour de la vallée autour de Lyon. Et c'est intéressant de voir que du coup, ça accumule sur le fait que, je veux dire, je ne dis pas que la gauche devrait peut-être pas s'adresser à eux, etc., mais les conditions sociales de leur positionnement, ça rend difficile le dialogue avec la gauche. Après, juste sur cette question de parler à la France des bourgs. Au-delà des analyses un peu qu'on peut avoir à l'échelle macro, moi je pense que le constat est quasiment pareil. Enfin, les bourgs et les quartiers, enfin les tours souffrent des mêmes maux, déserts médicaux, déserts de services publics. Et je pense que quand on a un programme, les bourgs et les tours, c'est pas ma formule. Mais je pense que quand notre programme, en tout cas celui de la France Insoumise, il est en capacité de répondre à tous ces enjeux-là. Après, quand on a un mouvement politique, on est animé par un objectif clair, celui de la conquête du pouvoir. Et il faut aussi, par pragmatisme, chercher le chemin le plus court. Et il se trouve que quand on regarde les chiffres, pour arriver à gagner les élections et à gouverner ce pays, pour changer la vie des gens, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est de voir le chemin le plus court. Et il se trouve que le chemin le plus court, c'est d'aller convaincre surtout les habitants des quartiers populaires, parce que si on obtient une participation aux élections dans ces quartiers-là, qui rejoint en gros le taux de participation moyen au niveau national, et ben on peut gagner. Et à ce moment-là, on change la vie des gens. Alors, c'est une forme de pragmatisme. Je pense que c'est aussi le rôle d'un mouvement politique de trouver le chemin le plus court pour arriver au pouvoir et de changer la vie des gens. C'est ça justement la question que je me posais, c'est exactement cela. Il faudra voir au niveau des chiffres, j'ai pas encore vu, mais ce sera intéressant de voir quelle est la marge de progression possible encore dans ces quartiers, compte tenu du taux d'abstention, compte tenu, il faudra savoir aussi, malheureusement, c'est aussi des zones où les gens sont pas encore inscrits. Et le gros enjeu, ça va être l'inscription sur les listes électorales. Il y a 3 semaines pour cela. Mais ce que je veux dire, ce qui serait intéressant de voir, c'est la marge de progression. Compte tenu du nombre de personnes inscrites dans ces grands, parce qu'il y a des réservoirs de voix encore, c'est évident, et compte tenu de ces réservoirs de voix que constituent les quartiers populaires, eh bien, essayer de voir quelle est la possibilité de progression. Compte tenu de l'abstention, combien de suffrages se sont exprimés, combien de personnes sont inscrites par rapport aux moyennes nationales. Ce sera intéressant de voir cela. D'ailleurs, petit détail, tu vois, sur aussi les réserves de voix, apparemment, c'est demain la limite de l'inscription. C'est sûr, ça sur ligne? Non, je pense pas. Non, c'est pas possible. C'est l'info de chat. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure, mais c'est pas possible parce que. Il y a une fake news qui a circulé beaucoup, on l'a vu tout à l'heure aussi. Je crois qu'il fallait s'inscrire en ligne à demain maximum, mais c'est pas possible. Non, et d'ailleurs, le site était pris d'assaut hier. C'est ce qui est quand même une bonne chose. Hier, on a vérifié, le site était pris d'assaut, était complètement saturé. Ça veut dire que des tas de gens, dès hier, se sont dit qu'il faut absolument s'inscrire. Et ça, c'est quand même une bonne chose.
ça augure de bonnes choses. Pardon. Il y a l'enjeu des procurations aussi. Alors, oui, les C'est le 7 procurations, juillet, avec les vacances. C'est le 7 juillet, le second tour. Pas Il y en a mal plein de qui gens partent au bled, déjà au- etc. Il nous reste. Je peux dire un truc parce que le chat me demandait la référence. Je parlais de Violaine Girard, le FN au village. Ouais. C'est ça le, Ah oui, oui. le livre. Donc on a parlé un peu là des élections européennes et ce qui a vraiment occupé toute l'actualité hier et encore aujourd'hui, c'est la dissolution de Macron. Donc premièrement, est-ce que vous y attendez? Apparemment, il y a un extrait qui est ressorti, Paul, que en décembre tu faisais ce pari-là. Voilà, donc je voulais savoir déjà si vous étiez surpris pari par de- cette dissolution. Non mais en de la décembre, je disais dissolution. que le meilleur moment pour Macron de dissoudre, ce serait après les européennes, avant Pas l'été. mal, Paul. Et, donc, Rétrospectivement, ça paraît- et qu'est-ce que vous pensez de cette dissolution? Est-ce qu'il était contraint de le faire? Est-ce que, avant de parler vraiment des stratégies, quel est votre regard sur cette dissolution, Omar? Écoute, nous on a fait un papier à Algeria Watch où on disait qu'effectivement le résultat des élections était absolument anticipé à la virgule près. On savait que le RN allait faire plus de 30%. Et on savait qu'il allait dissoudre. Ce n'est pas une surprise. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie. C'est pas sur un coup de tête en prenant. Il y a des infos qui sortent. Oui, ça, on a eu cette information selon laquelle, oui, la dissolution était envisagée bien avant le résultat. Donc, oui, bien sûr. Donc, oui, bien sûr, c'est pas du tout une surprise. Il s'attendait, il connaissait parfaitement le résultat du Rassemblement national. Sur le reste, je ne sais pas, mais ce qui était certain, c'est qu'ils anticipaient une victoire du Rassemblement national et un désaveu de la politique de Macron. Et donc ça, ils ont réagi en conséquence, et c'était totalement planifié. Penser une seconde que c'était sous le coup de l'émotion qu'il a été faire son discours, c'est pas sérieux. Alors, en fait, ouais, l'idée que ça faisait partie des éventualités, voilà. Mais en fait, il faut se poser la question de quel est l'objectif de cette dissolution. Et en fait, moi, pourquoi en décembre, je me suis dit que c'était possible, c'était pas par... je n'avais pas de pouvoir de divination particulière. C'est juste que si l'objectif, c'est de détruire la gauche, et pas n'importe laquelle, la gauche qui pose un problème à l'agenda de la bourgeoisie actuelle, la France insoumise, alors c'était le meilleur moment. Pourquoi? Parce qu'on profitait de la division du bloc de gauche. Encore une fois, le bloc de gauche, il augmente dans ces européennes. Mais dans sa division, vous avez tous vu la carte là, avec la carte de France en marron en disant c'est là où les endroits où le Rassemblement national est arrivé en tête. Si vous faites le même calcul en mettant le rassemblement de toutes les listes de gauche et vous faites la même carte, vous n'aurez pas du tout la même couleur. C'est là où il y a l'illusion aussi topographique. Donc, et devrait s'arrêter sur une élection comme ça, particulière. Donc la question c'était détruire la gauche. D'ailleurs, rappelez-vous ce qu'ils ont dit sur tous les plateaux hier. Le président de la République, il a dit cette gauche du désordre au Parlement, la chien-lit. Les ministres sont passés les uns après les autres pour dire et mettre, vous savez, le rôle de parti de l'ordre. On est là pour... et d'ailleurs, cornériser. Le mot ordre, c'est le mot qui revient le plus souvent dans tous les comptes rendus des élections hier. On le disait tout à l'heure, mais c'est vrai. C'est le mot favori d'Attal. Attal, dans ses discours régulièrement. Autorité, ordre, autorité. Et avec cette idée de dire, on va cornériser. C'est-à-dire que la Macronie, il y a une sorte de harakiri de Macron sur sa majorité, mais c'est aussi, ça dit l'irrespect qu'il a pour son personnel. Bien sûr. La plupart d'entre eux, D'ailleurs, même pas au je crois courant. qu'il y en a plusieurs, il y en a au moins qui a démissionné. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait d'autres. Non, mais surtout, il leur a Attal dit... apparemment était contre, était opposé. Et j'ai l'impression qu'il l'envoie au charbon parce que c'est lui qui va représenter l'élection, qui va perdre. Je veux dire, il y a peu. C'est vraiment un sale coup. Et pour son ambition de jeune premier de la classe, il doit avoir le seum, mais j'ai envie de dire cher. Mais non, mais en vrai, honnêtement, donc détruire cette gauche, quelle était l'idée? C'est que, en plus, regardez, ils ont dit on ne présentera pas de candidat devant certains LR et potentiellement devant certains par socialistes. Donc il y avait vraiment cette idée de il faut cornériser, diviser, etc. Regardez, pourquoi tout à l'heure, devant le siège d'Europe Écologie Les Verts, où avait lieu la discussion des différentes formes de gauche, donc d'abord il y avait les idiots utiles du fascisme, l'UEJF, là avec leur pancarte, ni RN ni LFI, parce qu'on ne combat pas le racisme avec l'antisémitisme. Je veux dire, prendre des leçons de la part de gens qui organisent leurs universités dans des colonies illégales en Cisjordanie, lol. Mais en dehors de ça, le PS est arrivé en retard à la réunion parce que son aile droite refusait qu'il puisse discuter avec la France insoumise. Et sur la question de la solidarité coloniale avec Israël, mais au-delà de ça, on sait que les Cazeneuve, les Hidalgo, etc. n'ont pas besoin de ça pour avoir une ligne qui est proche du printemps républicain et d'organiser une fracture raciste au sein du camp de gauche, quand
plus leur appartenance à la gauche est douteuse quant aux politiques économiques qu'ils veulent mettre en place. Donc vraiment, l'objectif de la dissolution, c'est ça, et c'était un timing parfait, sauf en cas de... Alors, l'autre hypothèse pour cette dissolution, alors bon, c'est la pure hypothèse, hein, mais ce ne serait pas de mouiller aussi le RN, de le mouiller dans la perspective de la présidentielle. Parce que, de le mêler à la catastrophe. Voilà, voilà. Et puis de façon à ce qu'il y ait un poulain de Macron, parce que bon, il ne pourra pas bidouiller la Constitution, histoire de se représenter une troisième fois. Mais bon, moi je rigole parce que je vois parfois... Comment ? Ton micro. Oui, il peut revenir. Moi, je rigole parce que je vois une page Facebook avec Brigitte 2027. Donc, vous savez, Brigitte pourrait jouer le rôle de Medvedev pour Poutine, en quelque sorte. Non, mais ce que je veux dire, il y a peut-être aussi cette idée comment de mouiller le RN, dans l'espoir ensuite d'arriver tout neuf, en disant on a fait l'expérience. Voilà, donc ça marche pas. Et puis de sortir quelqu'un de sa boîte. Il y a des échéances qui arrivent. On est dans une logique de surenchère guerrière en Europe. Oui. Alors, il faut quand même pas provincialiser le débat. Il y a une guerre qui est en train d'être menée sur le continent européen et dans laquelle la France joue un rôle de plus en plus actif. Et d'ailleurs, la campagne électorale ne l'a pas effleuré. Donc c'est un sujet qui est complètement passé sous silence. Ouais. Et à mon avis, il va y avoir des décisions graves qui risquent d'être prises dans les mois qui viennent sur le devenir de ce conflit. Et qui peut les assumer ? Qui peut en assumer les conditions extrêmement difficiles d'une entrée en guerre ou d'une participation active dans un conflit ? Je pense que ça a dû faire partie du calcul également. Il y a la volonté peut-être de laisser la patate chaude à un parti qui a une base électorale, qui a une légitimité électorale et qui a une tradition d'autoritarisme. Tu vois, c'est la droite. L'une des lignes d'opposition, c'est notamment sur ce cas-là. Le RN est opposé. Mais confronté à... Exactement, confronté à la qui changerait, je sais pas. C'est quand même les prérogatives du président de la République, cette gestion des relations internationales et de la guerre. Ça s'en fait discuter quand même à l'Assemblée. Non, mais c'est vrai. Peut-être on peut prendre au sérieux l'idée qu'ils veulent mettre le Rassemblement national dans la sauce, si tant est que ce soit le cas, en lui donnant l'occasion d'obtenir comme jamais des représentations. Moi, ce que je pense, c'est que nous, on l'a déjà discuté tous ensemble ici, c'est que on sait que la bourgeoisie, face acculée, elle dira toujours plutôt Hitler que le Front populaire. Mais la question de dire ça, c'est que ça ne veut pas dire que la bourgeoisie n'a pas intérêt à essayer de réfléchir à quelles sont les meilleures conditions avant d'arriver à ce moment. C'est-à-dire que le problème, c'est que on repartait tout à l'heure de la tripolarisation des blocs. Ce qu'on voit bien, c'est que les trois blocs vont disparaître, il n'y en a plus que deux. C'est ça le mouvement de l'histoire. Moi, dans mon article d'Opposition Revue, je parlais d'arc réactionnaire pour parler de l'alignement idéologique et politique de l'ensemble des nuances de droite autour de trois fondamentaux. Xénophobie et thème identitaire type conflit de civilisation. Néolibéralisme, organisation, vision de la pénurie, assurer une pénurie de droits et de ressources des individus qui maintiennent les intérêts de la bourgeoisie. Et troisième, autoritarisme. C'est-à-dire qu'on utilise d'ailleurs l'identité et le racisme pour créer les ennemis qu'on va réprimer et réorganiser. La création de ce grand bloc de droite, extrême droite, qui était le rêve d'Alain de Benoît dans les années 80, de la revue Éléments. C'était vraiment, et c'est à ça qu'il a travaillé pendant toutes ces années. Et là, le problème, c'est que là, il arrive assez vite, puisque la Macronie a littéralement donné l'initiative au RN, a repris ses propositions loi immigration en décembre, etc. Et le problème, c'est que là, vu la puissance de projection du Rassemblement national au moment où il y a l'implosion du bloc bourgeois qui est de toute manière minoritaire socialement, fait que s'il devait se constituer un arc réactionnaire de ce type, la bourgeoisie n'aurait pas le leadership ou serait en difficulté. Donc, provoquer une situation où on provoque le chaos avec potentiellement une situation où, imaginons, on fait de la politique fiction, il y a une alliance de gauche qui maintient les positions entre 120 et 180 circonscriptions de gauche. De l'autre côté, le RN qui n'a pas de majorité seul, 240, 200... il peut aussi ne pas avoir de majorité dans la Chambre et pendant un an, on ne peut pas redissoudre. Donc on peut aussi provoquer une situation de stagnation, de persistance, de pourrissement dans la crise politique et dans lesquelles Emmanuel Macron pourra se représenter en disant le sauveur pour une partie de la bourgeoisie qui, encore une fois, est d'abord
vraiment intéressé pour ses propres intérêts économiques. C'est-à-dire que la droite n'a aucun problème à être raciste et xénophobe, à dire si l'arbitrage doit se faire sur étranger pas étranger, on signe. C'est ce qu'ils ont fait dans la loi immigration et dans toute leur politique depuis longtemps. Mais voilà, dire si ils n'ont pas besoin de le faire, la droite a voté ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le Macron Walk de 2017, etc. En tout cas, pas tout de suite en 2017, mais dès 2019, c'est fini le basculement, le marche contre l'islamophobie, c'est comme ça. Donc la question pour eux, c'est aussi, voilà, dans quelle mesure, si ce réactionnaire arrive, on le prend pas frontalement comme un truc qui nous désosse complètement et où on ramasse notre place malgré tout, quoi. Je pense que c'est ça aussi la stratégie. Pardon, je parle longtemps. Yazid. Je pense que la dissolution, elle est dans l'air depuis 2022. Parce que l'Assemblée, Oui, on en parlait déjà de l'époque. l'Assemblée qui émerge de la législative, c'est une assemblée. Pour Macron, objectivement, en fait, c'est compliqué de gouverner dans ces conditions. Ce qui s'est vu d'ailleurs, en fait, il a grosso modo gouverné depuis une bonne année, voire plus, uniquement par 49.3. Enfin, tous ces textes, ou presque. En tout cas, derrière tous les budgets. Ce qui est quand Tous même. les budgets, c'est qu'en fait, ce qui est la colonne vertébrale d'une politique, de la politique d'un gouvernement, sont systématiquement adoptés sans avoir été votés au Parlement. La réforme des retraites, qui est quand même un texte central, on a rallongé quand même de 2 ans la durée de cotisation de tout le monde. Il n'y a pas eu un seul vote. Donc, je pense que c'est une situation qui pouvait objectivement pas durer. Et de toute façon, la rapidité avec laquelle les fusibles premiers ministres ont sauté, Elisabeth Borne, là, Attal qui est là depuis à peine quelques mois, ça montre effectivement qu'il y a une situation dans laquelle il est de plus en plus de haut mur, l'ami Macron. Et donc, de toute façon, cette dissolution arrivait. Il se posait la question de comment est-ce qu'il pouvait utiliser cette dissolution d'une manière qui lui soit utile politiquement. Et là, je suis d'accord avec Paul sur le fait que c'était difficile de faire mieux que le lendemain d'une européenne où on savait pertinemment... Le soir même. Pardon, pas le lendemain, le soir. 30 minutes après le résultat. 30 minutes après. Donc c'était déjà décidé, bien sûr, évidemment. 30 minutes après le résultat d'une européenne, où le RN est hégémonique, où effectivement le bloc de gauche, a priori, celui qui arrive en tête, c'est quelqu'un qui lui ressemble quand même étrangement. Et puis dans un contexte où, depuis le 7 octobre, jamais la force principale de la gauche, à savoir l'AFI, qui est vraiment pour le coup une force de rupture, n'a à ce point été isolée. C'était un contexte idéal pour faire la dissolution maintenant. Il y a un timing qui est... Oui. Sur le papier, parce qu'en fait le truc c'est que s'il y a une union de la gauche, ce qui est vrai c'est que imaginons qu'il y a une liste NUPES qui faisait 28% aux européennes, faire un geste de dissolution avec le RN à 30 et la gauche à 28, sauf que le problème c'est que là la situation et le fait que certains à gauche prennent quand même au sérieux le risque du fascisme au pouvoir, fait qu'il peut y avoir peut-être un sursaut. Le problème, c'est qu'il faut ensuite discuter de ce qu'on disait tout à l'heure, les divisions en termes de stratégie à gauche et de qui va prendre le leadership. C'est ça l'essentiel. Front populaire ou unité populaire? C'est pas secondaire ce débat. Donc moi je pense qu'elle est dans l'air depuis 2 ans. Parce qu'il nous reste moins de 30 minutes. Sur la question de cette union à gauche, comment ça se présente? Et là, on voit, par exemple, je pense qu'ici, ça va être plutôt sur la ligne FI, la ligne qu'a défendue la NUPES et aussi, la NUPES et aussi Mélenchon. Mais on a l'impression qu'on a, c'est que le grand perdant actuellement, c'est la NUPES et Mélenchon, où il y a une tentative d'isoler ça pour créer une union sans lui. Donc quel est votre regard sur ça? Compliqué tout cela, mais ouais. Mohamed, est-ce que tu as... Il y a des tractations en cours, moi en tant que militant de la France Insoumise, ça c'est délicat pour moi de parler, mais bon, pour donner un peu mon avis là-dessus quand même, je pense que, tu l'as dit tout à l'heure Paul, il y a une force politique qui est capable de mettre en mouvement les classes populaires et de les amener au vote. Sur les votants, tout à l'heure j'ai donné, sur l'augmentation de la participation, tout à l'heure j'ai donné les chiffres, la France Insoumise à elle seule, sur ce programme de rupture, elle obtient à elle seule quasiment les mêmes suffrages qu'au premier tour de l'ensemble des candidats de la NUPES. Et donc ça c'est assez fort et ça veut dire quelque chose. Et donc nous ce que nous disons c'est union c'est bien, la clarté c'est mieux. Et donc la question c'est aujourd'hui... sur quelle base? Exactement, sur quelle base? Et donc, je sais pas si hier... exactement. Il y a un communiqué de presse qui a été de la France Insoumise qui était aussi très très clair. Il pose, moi je l'ai ici, je peux rapidement rappeler certains points. Il pose des bases de la discussion. Est-ce qu'on est pour la retraite à 60 ans ou pas? On a écouté tous Glucksmann pendant la campagne des européennes qui
aussi, il Ça disait l'intéresse que... pas en fait. Il avait dit que ça ne le faisait pas rêver ou un S'en truc fout. comme ça, c'est Exactement, mais en fait... Bah oui, il a jamais travaillé, donc pour lui, ça ne veut rien dire. Sauf qu'en fait, si, ça touche des millions de gens dans ce Ouais. pays. Ouais, là, c'est je sais pas. Sachant si que l'espérance de vie en bonne Parler dans le santé, micro, donc elle est de 62 ans. Est-ce qu'ils sont contre les cures d'austérité qui, d'ailleurs, lui, dont le groupe socio-démocrate au Parlement européen vote à tour de bras des accords de libre-échange, etc. Donc, toutes ces questions-là, elles sont importantes. Il ne suffit pas juste d'arriver demain avec un ensemble de logos et dire il y a union. Sinon, justement, on va perdre les gens qu'on a réussi à convaincre. Bah c'est ça, en fait, jusqu'ici. c'était ça. Et l'aspiration, en tout cas, je pense, et je peux me permettre de parler au nom en tout cas de ces personnes qui se sont déplacées aux urnes, dans les quartiers populaires, il y a une aspiration à ce qu'en fait, cette ligne qui nous a trahis en 2012, Ah ouais, pardon, du coup c'est le corollaire, mais que cette ligne qui nous a trahis en 2012, celle qui a fait le CICE, les cadeaux aux grandes entreprises, sans contrepartie sociale et environnementale, celle qui a fait la déchéance de nationalité, celle qui a fait la loi travail, bref, celle qui nous a trahis alors qu'elle avait la capacité de changer la vie de millions de personnes, et ben en fait, elle ne peut pas revenir. On ne va pas nous la faire deux fois en fait. Et donc voilà, après c'est une responsabilité collective. Moi je dis aux gens qui nous écoutent, inscrivez-vous sur la liste électorale, occupez-vous de la politique, sinon la politique s'occupera de vous. Moi, je suis d'accord. Sur le fond, la vraie question, c'est que de toute manière, quand même, à gauche, le premier qui divise ou qui apparaît comme celui qui divise a perdu. Et comme tu le disais tout à l'heure, hein, la France Insoumise a été isolée dans le débat par le macartisme et le procès médiatique permanent. Et elle est dans une difficulté, c'est que, étant donné que le moindre de ses mots est commenté, etc., elle va être poussée à la faute de la part de gens qui n'ont aucun intérêt, encore une fois, à l'unité. Parce que je rappelle que la NUPES explose pas sur des questions politiques, c'est le pur opportunisme. Un des Verts qu'on dit on va prendre, la France Insoumise leur propose la tête de liste, ils ont dit non mais vous nous faites chier, cher 5,5. C'est dommage qu'ils franchissent la barre des 5. Hein. Non mais voilà, mais à la limite ça fait quelques élus de gauche, mais bon voilà, c'est sur ça le problème. Et moi, oui, mais PSF is not back non plus, donc oui, il est mort aussi. Il est mort d'abord. Mais oui. Non, mais je suis d'accord. Mais du coup, la question, ça va être très tendue. Moi, de ce que j'ai de mes sources, c'est la France Insoumise est allée à la réunion de cet après-midi en disant sur le fond politique, on continue de mettre des marqueurs et des lignes rouges. Typiquement sur ce que tu disais, le montage social. On lâche rien sur retraite 60 ans, SMIC, augmentation du SMIC, taxe sur les profits avec des propositions quantitatives, sonnantes et trébuchantes qui marquent la rupture en termes de politique économique. Deuxièmement, avec une question antiraciste où il va falloir une clarté, parce que c'est ça qui va faire... voilà, on peut pas d'un côté raconter genre, je sais pas, soutien à Gaza contre le génocide et avoir quelqu'un qui nous dise non mais vous comprenez, droit à se défendre de je sais pas quoi, de l'état colonial. Bon. Et par contre, flexibilité sur la question purement électorale. Parce qu'encore une fois, ce qui, à mon avis, il faut avoir en tête... Qu'est-ce que tu appelles flexibilité sur la question ? C'est-à-dire, en gros, ils sont prêts à dire de négocier sur des circonscriptions, y compris des circonscriptions qui sont ingagnables à gauche par la FI, mais qui sont peut-être gagnables sur LREM par le PS, de leur donner un peu plus. Parce que la question derrière, c'est aussi se rappeler que les blocs électoraux sont intéressants pour illustrer les blocs sociopolitiques qui existent dans la société, mais ils ne les résument pas. Et qu'il y a un sujet électoral, il y a le sujet camp social. Et l'enjeu, c'est l'organisation du camp social sur une base de rupture. Et si la représentation change un peu, mais qu'on conserve la direction du camp social sur les bases de rupture, c'est ça le plus important. Tout ça pour dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un sujet, il y a plein de gens qui veulent pas JLM comme le chef. On voit bien que Glucksmann dit on veut Laurent Berger. Il va falloir que ça soit une situation entre deux. Moi, il y a Ruffin qui a proposé d'être ça. Moi, j'ai toujours dit à quel point j'aimais pas Ruffin. Mais pour moi, la question, c'est pas ça. La question, c'est si c'est Ruffin dans l'occasion pour garder bien sûr. une ligne qui m'intéresse politiquement et que ça nous évite de tomber dans le fait qu'ils explosent la FI, qu'ils explosent la gauche et qu'on donne les clés de l'Assemblée au Rassemblement national. Il va falloir y réfléchir. Il est trop tôt pour voir, mais il y a des réflexions à avoir. La difficulté, c'est que là, par exemple, on dit de Ruffin, mais
dans l'idéal, je veux dire, la vraie question, c'est quel est le programme porté? Quels sont les accords? Parce que sur les questions sociales, j'ai l'impression qu'il peut y avoir à peu près un accord, et même les OPS, ils peuvent faire comme s'ils étaient d'accord. Mais il y a quand même des lignes de fracture. D'abord, il y a la question de l'islamophobie, de l'antiracisme, sur lequel, non pas, c'est que le PS voudront peut-être moins en parler. Tu vois, peut-être de mettre de côté cette question, pas trop de parler antiracisme, parce que vu la période, et ça c'est aussi un sujet, et aussi ce qui pour moi apparaît comme des lignes de fracture claires, et d'accord, d'ailleurs Glucksmann l'a rappelé, c'est la question de l'Ukraine. La question de la guerre, c'est ce que je Et veux la dire. question de Gaza. Donc c'est ça aussi, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Total, voilà, et là on s'achemine dans une politique de guerre, je veux dire, hein, avec déjà les avancées de Macron en ce sens. Je crois que c'est une question qui va devenir capitale. Je veux dire, on est en train de s'enfoncer dans une politique guerrière, et on le voit bien, il y a des menaces de la part de Poutine, Poutine qui veut réagir à cette avancée guerrière colossale, elle est très très importante, où la France où Macron est en pointe en plus. Et où il est en pointe, en plus, il n'est pas en retrait. Donc ça va être un enjeu considérable, cette histoire de la guerre. Parce que sur le papier, concernant Gaza, sur le papier, en théorie, tout le monde est d'accord, en vérité. En théorie, sur le papier. Pour le cessez-le-feu, normalement, tout un NUPES est d'accord. En théorie, c'est toujours pareil. Après, il y a la façon de le dire. C'est juste qu'il y a des gens qui ont tout de suite qualifié ce qui se passait comme bien sûr, génocide. non, je suis d'accord. Il y en a qui ont mis 6 mois pour le dire. Bien évidemment. Les conditions du cessez-le-feu, par exemple, dans Glucksmann, c'est libération des otages et cessez-le-feu. Oui, ce qui implique que la pierre d'achoppement aussi, oui. Oui. Ah, mais j'entends ce que vous dites, hein, et je suis d'accord sur les fractures. On retrouve là les fractures entre une gauche qui a eu un lien avec un mouvement anti-impérialiste à un moment donné ou pas, ou qui s'en produit comme l'héritier, pas tous, hein. Et une gauche qui a, dans la tradition de la social-démocratie française, été colonialiste d'un bout à l'autre, de l'Algérie à la Palestine, quoi. Enfin, je veux dire, je parle des socialistes là. Mais je pense que là, la question qui va se poser, pressée par le besoin l'appel à l'union du camp social contre le fascisme, c'est ça. Exactement, fait que la vraie question, c'est que potentiellement ces législatives vont se présenter sous la forme d'un référendum anti-Macron, en disant anti-Macron sous la forme de soit le Rassemblement national, soit nous, et que donc du coup, comme l'ont montré aussi les choix et les envies des votes pour les européennes à gauche, ça va se jouer sur les questions sociales et sur cet alignement-là. Donc je dis pas qu'il faut mettre sous le tapis le reste, c'est ça, mais je me dis que la vraie question, c'est la symbolique aussi. Il y a ça aussi qui m'interroge, c'est que là, la question imaginons que le représentant ce soit Ruffin, pour les quartiers, c'est une symbolique forte. C'est-à-dire le gars qui, pendant la marche contre les violences policières, a préféré manger des gaufres et aller jouer au foot. C'est le gars qui ne parle jamais d'antiracisme. Mais c'est vraiment, il y a un truc qui est percutant chez nous, et aussi, en dehors de ça, c'est quand même le gars qui est prêt à discuter avec Glucksmann, c'est le gars qui est prêt à discuter avec Cazeneuve. C'est-à-dire, même sur les questions sociales, il est risqué. Et le danger qu'il y aurait pour la gauche, ce serait que cette ligne gagne et qu'ils nous fassent cette trahison, qu'ils nous remettent les Cazeneuve, qu'ils nous remettent tout ça, et qu'après, ce soit revienne la faute sur nous, vous avez soutenu ça. C'est ça. C'est pour ça que par question sociale, moi je suis pas. C'est pas simple du tout. Hein. Je suis pas class first. Hein. Quand je dis question sociale, c'est que ça, c'est un des vrais débats à gauche. Le débat qu'on a sur valeur travail ou confrontation à l'exploitation. Moi, c'est le débat que j'arrête pas de souligner. Regardez Léon de Fontaine, le soir du résultat des européennes, il dit quoi? Il dit: je continuerai mon combat de parler aux électeurs du Rassemblement national pour leur prouver qu'ils ont tort et que c'est une fraude sociale. C'est-à-dire, pareil, incapacité à comprendre que si le Rassemblement national a une assise si forte, c'est que sa proposition et son pacte raciste est efficace et que c'est pour cette raison que les gens votent pour lui et pas parce qu'ils sont désespérés socialement et que tout d'un coup ils ont dit bon bah c'est pas grave, on vote pour les fachos. Et ça, c'est une tentation chez Ruffin de façon plus intelligente et tout. Donc c'est pour ça que moi je dis la question c'est le programme, c'est la ligne politique sur laquelle ça se pose, et c'est là où je me dis qu'on a vu les attentes du camp social, c'est là où peut-être que la France insoumise a potentiellement la chance de ne pas se faire pousser dehors de trop, parce que encore une fois, ils sont cyniques, ils sont opportunistes au PS et au Verts, mais les Verts savent très bien que seuls ils sont morts. Ils ont absolument besoin de l'AFI. Le PS aussi, ils sont morts. Et le PS, ils savent qu'ils peuvent avoir un groupe, mais seuls ils peuvent avoir un groupe, il y a les endroits, des territoires, mais ils savent aussi que sans effectivement la force d'impulsion, la relation spéciale que la France insoumise a avec les classes populaires, relation discursive et électorale dans un certain nombre d'endroits, ça va pas aller très très loin. Donc,
Voilà. Et donc c'est pour ça que je reviens à la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que la France insoumise peut compter sur un réservoir de voix beaucoup plus important qui lui permette de peser, et chiffre à l'appui, je veux dire, hein, parce que c'est là-dessus que les négociations vont se faire, qui lui permettent de peser dans ces Je négociations. pense pas que tu aies des stats là clairs sur ce. Bah, je veux dire, bon, je sais pas, je ne sais pas, la Courneuve ou d'autres endroits, est-ce qu'elle peut encore faire mieux? Je veux dire, est-ce qu'on peut. Ça dépend. Ce qui est vrai, c'est que 1 ou 2 points de plus ou 3 points de participation de plus à des législatives, ça peut changer le sort de 30 à 40 circonscriptions en France. Bah oui. Et c'est énorme, parce que bien sûr. 40 circonscriptions, c'est ce qui manque C'est à la République En exactement Marche ce que je- aujourd'hui pour ouais. avoir une majorité. Donc oui, le problème étant que on pourrait voir dans l'électorat de la FI une surconcentration. C'est-à-dire que si tu chopes, pour une présidentielle, c'est bien si tu chopes 400 000 voix de plus en Seine-Saint-Denis. Mais sur une législative, ça change pas grand-chose. Donc c'est pour ça que, par contre, il ne faut pas négliger le fait qu'il n'y a pas que les quartiers populaires et l'abstention dans lesquels il y a une marge de manœuvre. La France insoumise et la gauche radicale, c'est aussi construite sur la radicalisation des classes intermédiaires déclassées par les politiques d'austérité, de destruction des services publics, oui, bien sûr, d'augmentation du précariat. Hein, on prend un tiers de l'électorat Hollande en 2012, il passe en 2017 dans le vote Jean-Luc Mélenchon. Donc, il va falloir voir l'équilibre, mais je suis d'accord avec vous, il faut attendre de voir comment il sort des saisons. Mais le problème, c'est que le la grande PS question, a... Au RN, vous avez vu que le RN, que Marine Le Pen a ouvert la porte à une alliance avec la droite. Oui, c'est que ça paraît cohérent. C'est dans le sens de De l'histoire. toute façon, ils finiront par faire ça. De toute façon, on sait très bien que c'est la tendance. C'est la tendance. Mais alors vraiment, le gros problème, et c'est sur lequel on bute depuis longtemps, c'est comment briser ce pacte racial, ce pacte raciste, je veux dire, hein, sur lequel s'appuient les couches les plus réactionnaires. Comment briser? Parce que c'est incroyable. Tu disais tout à l'heure, Yazid, et tu as parfaitement raison, ils n'ont même pas besoin de faire de campagne électorale, en fait. Le problème est là. Il suffit qu'ils agitent juste le mot immigration. Mais c'est ça qui est absolument, qui est terrible, qui est vraiment terrible, qui est vraiment injuste même. Ils n'ont même pas besoin. Alors, sur quoi repose ce pacte racial? Comment est-ce ils ont réussi à mettre dans la tête d'un certain nombre de ces Français dits de souche, hein. Oui, un travail, bien sûr. Travail de fond. Mais c'est quand même terrible, parce que tant qu'on n'arrivera pas à briser cela, je veux dire, à mon avis, c'est peine perdue. Genre, c'est pour Il ça faut que... peut-être accepter qu'il y a une partie de cet électorat qu'on ne récupérera jamais, en fait. Alors, ça fait peut-être Oui, un peu non, bien défaitiste, sûr. mais Non, mais c'est vrai, c'est ce vrai. travail de pédagogie, il faut le faire, mais c'est un peu, là, je me dis, les fâchés, pas fachos, quoi. Mais, ouais, les fâchés, pas fachos. Les fâchés, Mais- pas chauds, quoi. J'ai dit l'inverse, non? Mais bref, ceux qu'on peut récupérer. Mais je pense qu'il y a une partie qu'on peut récupérer, et d'autres, faut accepter qu'il y a des gens qu'il faut combattre politiquement, et que le racisme, c'est un délit. Et que, en fait, c'est bon, quoi. Oui, mais comment faire pour progresser dans ce contexte? Mais non, mais c'est pour ça que je te parlais de cette Oui, non, question je de suis la d'accord, mais- radicalisation d'un certain nombre de CSP intermédiaires, dans le sens où quoi, moi effectivement j'ai l'impression qu'il y a ce paradoxe-là que pour récupérer à moyen terme une partie de cet électorat qui a adhéré au pacte raciste du RN, il faut faire la démonstration que on peut aider et l'immigré, la personne en difficulté sociale et eux qui s'estiment en situation potentielle de C'est même pas des déplacement. immigrés, je parle même de Oui. parce que les quartiers Oui, populaires, oui, c'est bien des sûr. Français. L'indigénat, quoi. Bien C'est sûr, des Français, oui. l'indigénat. Et le problème, c'est que pour faire cette démonstration, tu as besoin du pouvoir. C'est-à-dire qu'encore une fois, une gauche au pouvoir qui met une politique sociale qui change un peu la donne, ça peut peut-être attaquer la force du pacte raciste. Tout à fait. Le problème, c'est qu'il faut gagner le pouvoir avant, et c'est le paradoxe dans lequel Oui, la oui, gauche tourne. Et en même temps, c'est pour ça que, regardez, la stratégie d'expansion de la France insoumise, ça a été quoi? Ça a été, on essaye d'élargir notre base dans les classes populaires d'un côté, pour pouvoir nous mettre un socle qui nous porte en tête à gauche, radicaliser une partie des CSP intermédiaires et CSP+, et si on n'y arrive pas, rendre le reste captif. C'est-à-dire qu'on a un tiers de l'électorat, c'était des votes utiles de je vais quand même pas voter Hidalgo ou Jadot, donc je viens avec tout. Et le problème, c'est que ces gens-là sont volatiles et qu'ils sont ingérables. Encore une fois, le problème, la petite bourgeoisie de gauche est ingérable. C'est eux qui plantent aux européennes, c'est eux qui, dès qu'il y a... Et la question, c'est il faut corneriser ces électeurs. Qui nous amène à la fois le fascisme et le... Non mais voilà, mais corneriser ces électeurs, par exemple, je donne un exemple, c'est sur les Verts. Les Verts s'effondrent sur une question qui est quel est leur rapport à la gauche. Ah oui. Leur primaire à gauche, c'était la social-démocratie, Jadot, ou la gauche radicale, Sandrine Rousseau. Ouais. Ils ont refusé de trancher, il y a eu 50-50. Ils ont ensuite fait une ligne ni droite ni gauche, on continue notre truc historique, et ils se pètent la gueule. Donc, alors qu'au même moment, vous en avez parlé ici avec les soulèvements de la Terre, une partie du mouvement écolo prend la question au sérieux bien sûr. et dit nous c'est bon, c'est fini l'accompagnement, Tout à fait. les pistes cyclables et 3 jardins à Paris, on s'en fout. La question c'est les bassines, les grands projets inutiles, etc. Donc il va falloir utiliser, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la différence entre électoral et le camp social. Il va falloir utiliser les dynamiques profondes du camp social pour les corneriser sur le plan électoral et mettre la pression à une partie de cette
petite bourgeoisie plus inconséquente. Et ça aussi, c'est à mon avis une des clés de la stratégie. Et c'est tout le problème de la discussion là entre toutes les nuances de gauche, c'est que si le PS met la pression, si c'est le PS si c'est l'aile droite du PS qui décide de quel rôle doit jouer le PS dans cette alliance-là, ça va être beaucoup plus compliqué que si c'est l'autre. Encore une fois, quand on regarde le fort et les gens qui avaient un peu bouillé la chemise, dans le sens où, par exemple, dans le programme de la NUPES, il y avait plein de propositions sur lesquelles le PS disait nous, on n'ira pas jusque-là. Veto des salariés sur l'entreprise, on n'a pas. Mais sauf que, moi, je trouvais ça caricatural de leur position réformiste, mais en même temps, dans le cadre d'une coalition où tu as le pouvoir, si tu vas devant le peuple de gauche et leur dis les gars, on vous dépassez une loi sur ça, mais c'est le PS qui vote. Là, tu leur mets la pression devant tout le peuple de gauche et ils flipperont. Le problème, c'est d'arriver à cette situation. Et là, le problème que je dis, c'est encore une fois, c'est l'aile droite du PS. C'est les Hidalgo, les Glucksmann, les... mais c'est quand même extraordinaire que ce Glucksmann, qui a été un promoteur de politique ultra-libérale lorsqu'il était conseiller du président georgien, là, et même pas uniquement, ce type qui était au meilleur des mondes, là, qui était au cercle de l'oratoire, etc. Il y a Frustration qui avait fait une vidéo sur le média qui... des think tanks hyper réac se retrouvent à mais qui parle du passé libéral de Glucksmann. Et le problème, c'est pas uniquement lui, c'est qu'il entraîne derrière avec lui des gens qui étaient avec lui, qui sont d'accord. C'est pas un cheval. Ça va dans cette logique. Tout à fait. Je veux dire que c'est vraiment symbolique de prendre un social traite comme Laurent Berger. Bon, écoutez, on va terminer avec un dernier tour de conclusion chacun, ça vous va? Pour terminer sur ça, Omar? Moi, près du micro. Écoute, une discussion extrêmement intéressante. Je suis un peu sceptique sur les possibilités d'un accord réel avec ce parti socialiste qui est conforme à sa tradition opportuniste de service à la bourgeoisie. Ça me paraît vraiment très compliqué d'envisager quelque chose. Il faut donc se mettre en disposition de soutenir la LFI et ses alliés en dehors de cette hypothèse-là. Je crois que c'est ça le réalisme qui s'impose aujourd'hui. Youssef? Moi, je pense que l'enjeu est considérable parce que c'est au-delà des rapports de force à l'intérieur de la gauche, c'est celui que tu l'avais dit tout à l'heure, Paul, c'est celui qui sera considéré comme n'ayant pas fait assez de concessions, sera considéré comme étant le responsable de l'arrivée du fascisme en France. Parce que c'est la question qui est posée. Hein. C'est étonnant avec cette espèce de retour de l'histoire, où on se retrouve avec les trois mots d'ordre du Front populaire, hein, la guerre, la paix, hein, la paix, le pain, hein, et la liberté. Jamais la paix, qui était, vous savez, le slogan du Front populaire en 1936, et la guerre, la paix, le pain, la liberté, jamais ils n'ont été aussi présents. Mais je crois que, quand on dit la liberté, c'est le fascisme. Hein. Et ça va être très difficile. Les négociations, je ne voudrais pas faire partie des négociateurs parce que ça va être vraiment cornélien. Mais en tout cas, je crois que... Moi, je pense que la FI, on n'a pas donné de conseils à nos amis de la FI, hein, mais c'est évident que les quartiers populaires, c'est quelque chose c'est un acquis. Il faut absolument les maintenir, parce que c'est une dynamique qui est prometteuse pas uniquement pour cette élection. Il y a cette élection, mais il y a après la présidentielle, où là, effectivement, le nombre de voix comptera. Donc, je pense que, j'espère que la FI va rester ferme sur ses fondamentaux. Yazid? Moi, je tiens quand même à dire qu'on n'a pas beaucoup parlé de 5ème République, mais je trouve quand même que la dissolution d'hier, elle marque, une fois de plus, parce que ça fait un moment déjà hein, qu'on dit que la 5ème République est à bout de souffle, elle marque quand même un jalon majeur, je trouve, dans la démonstration que en fait, c'est une institution qui est en état de mort cérébrale, et que la 6ème République, pour le coup, est une urgence majeure. Sur la question de alliance, pas alliance, la manière dont fonctionne le scrutin législatif fait que, en fait, ça serait pas dans l'intérêt des forces de gauche d'y aller de manière éparpillée. Objectivement, je pense que si on se retrouve dans les 589 circonscriptions avec 4 ou 5 candidats de gauche, c'est la meilleure manière de prendre un carton historique. Ah ouais. Un peu comme ce qui est arrivé en 2017, par exemple, aux Insoumis, qui s'en sortent avec 17 députés, parce qu'en fait, ils avaient plein de candidats à gauche. Et en fait, le bon, en 2022... C'est maximum 50 circonscriptions de gauche s'ils partent divisés. Bah oui, ça va être le carton total. Les projections, c'est à peu près ça. Et par contre, unis, ça peut aller jusqu'à... c'est ça. Donc je pense...
180, 200. Ça peut monter, bah oui. Voire plus, selon la participation. Bah, ça paraît logique. Après, donc je pense qu'in fine, d'une manière ou d'une autre, tout ce beau monde trouvera un moyen de se mettre d'accord. La question qui est posée ensuite, c'est dans l'éventualité où on arrive à un accord de type NUPES dégradé, en fait, parce que vu le rapport de force, je pense que le PS va être relou. On va voir. Ça serait bien qu'on repart sur une même ligne. Je ne sais pas si ça sera possible. Mais si on part sur une alliance qui est un peu rafistolée en 3 semaines, etc., il y a de bonnes chances que ce ne soit pas une bonne nouvelle que de gagner. Ce ne soit pas une bonne nouvelle que de gagner. Parce que se retrouver au pouvoir... Mais qu'est-ce que tu entends par gagner ? Bah, gagner, c'est-à-dire avoir la majorité à l'Assemblée, si tu veux. Ça serait se retrouver dans une situation avec une majorité qui est super fragile. Et le pire qui pourrait nous arriver avant 2017, c'est 2027, c'est de te retrouver accusé d'avoir contribué à la catastrophe sociale que connaît le pays. Donc moi, je vois quand même se dessiner... On verra, peut-être que je dis n'importe quoi. Je vois se dessiner encore un tableau où il n'y a aucune véritable force majoritaire qui va émerger. Ça ne m'étonnerait pas qu'on se retrouve avec une assemblée. Alors, je pense que ça va évoluer un peu par rapport à 2022, mais c'est pas impossible qu'il n'y ait aucun des 3 blocs qui ne soit réellement hégémonique. On verra, ça dépendra sans doute de l'abstention et de comment est-ce que les différents blocs réussissent à mobiliser leur électorat respectif. Mais ça ne m'étonnerait pas tant que ça qu'au final le RN ne fasse pas ses 300 députés ou ses 350 députés, mais qu'il en fasse 250. C'est plutôt autour de ça les projections. 250, 220, on verra, tu vois. 220 et 280. Le RN, du coup après tu as la FI NUPES, peut-être si on arrive à se mettre d'accord, 150. 160, si vous voulez des projections 170, précises, donc j'ai fait une émission cet après-midi aux médias, mais c'est pas moi, j'ai fait ça avec un chercheur qui fait des projections. Enfin voilà, c'est son travail. Et donc il vous fait des projections en fonction des scénarios sur les fourchettes. C'est intéressant à écouter. Il s'appelle Alessio Mota, je crois. Mais qu'est-ce qu'il dit, grosso modo ? En gros, il dit désunis, genre c'est la catastrophe. C'est 50 circonscriptions de gauche, 80 maximum dans le meilleur des circonstances. Unis, la gauche peut conserver ses positions, voire en gagner, parce que la question, ça va être de dépecer le bloc bourgeois. Et si le Rassemblement national risque de prendre une part forte et de passer de 88 à 220, 230, 240 députés, il y a une quarantaine peut-être de circonscriptions qui sont récupérables à gauche, des circons qui sont tombés à l'REM avec des deuxièmes tours qui étaient extrêmement tendu la dernière fois entre la NUPES et la gauche unie et la République en marche, donc ça peut progresser. En tout cas, la projection ne voit pas de majorité de gauche à l'Assemblée. Ça c'est certain. Mais non, mais ce qui nous amène dans un autre sujet un Parlement ingouvernable pendant 1 an et un appauvrissement de la crise politique. Moi je vois bien un RN monter une espèce de coalition après les élections avec la frange la plus vénère de la droite pour se retrouver avec un gouvernement type Ciotti, quelque chose comme ça. Ça, je le vois bien. Oui, non, mais c'est ce qui est en train de se faire même. Mohamed. Oui, je rejoins un peu tout ce qui s'est dit, mais pour rajouter aussi une petite touche d'espoir. Enfin, le rôle d'un militant politique, et on l'est un peu tous ici, je pense, à notre manière autour de la table, c'est de toujours créer donner à voir, créer une perspective désirable, celle qui nous permet de nous engager en fait, sur la bataille culturelle, et un peu on voit que l'atmosphère elle est un peu accablante en fait, et de se dire que y a une élection et qu'on peut remobiliser si on respecte et on s'appuie sur ce qui a fait bouger, tout à l'heure on en a longuement parlé, les habitants des quartiers populaires et ce qui peut encore les remettre en mouvement là où on a besoin d'eux. Que malgré ce climat accablant, je le disais, il y a une petite lumière d'espoir, celle de l'unité autour d'idées claires, d'un programme de rupture, celui qui est... En fait, la recette, on la connaît déjà. Il faut juste la réappliquer, celle qui a permis de récolter 22% des suffrages. Et donc, voilà, moi, en tout cas, en tant que militant de la France Insoumise, je suis prêt demain à partir en campagne. Ça va être le cas. De terrain, et surtout dire aussi aux gens de ne pas vous laisser abattre par le discours raciste. Moi je le dis en tant que Français, noir, de confession musulmane, des fois en fait ils me bouffent la tête, quoi, dans le sens ils me font croire que je suis pas français, alors que si on s'en réfère au fondement de notre nation politique et non notre nation ethnique, des valeurs de la Révolution française, c'est qu'en fait, la France est une nation politique. Et pour être français, il ne faut pas être blanc. Il faut partager des valeurs, liberté, égalité, fraternité. Et c'est ces valeurs-là que nous incarnons
toutes et tous à notre manière dans nos quartiers en faisant vivre la solidarité dans le tissu associatif, en faisant fonctionner ce pays concrètement, chacun à sa manière. Et donc voilà, je pense qu'il faut essayer de gagner cette petite bataille un peu psychologique. Ça peut le faire, et dès demain j'invite toutes et tous à aller sur le terrain, chacun à sa manière. Inscrivez-vous sur les listes électorales, faites des procurations si vous partez en voyage, et puis surtout qu'il y a un enjeu, c'est qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a un péril fasciste devant nous, et même dans la perspective des municipales, il faut vraiment les municipales. penser toutes les élections-là comme des boucliers sociaux, des boucliers démocratiques et des boucliers antifascistes. Moi, je suis très fier qu'à la Courneuve, dans ma ville, là où le RN, alors il s'est maintenu, il faisait 700 voix en 2019, il en a fait 700 là en 2024. En fait, on l'a largué. On a fait plus 360% des voix, et c'est comme ça dans plein de villes populaires et de métropoles. Donc les amis, les camarades, on lâche rien. Ah oui. Et pour terminer, Paul. Oui, bon, il y a une question qui est posée, c'est qui de l'arc réactionnaire ou du bloc social progressiste va abolir la Ve République? Ah oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est le fascisme qui abolit la Ve République sous la forme d'un autoritarisme avancé, puisque le bloc bourgeois a déjà mis le pied à l'étrier vers la fascisation et autoritisation, je sais pas comment dire, du régime, ou est-ce que c'est l'alternative à gauche? Pour l'alternative à gauche, je pense qu'on est d'accord sur cette table et au sein de ce qu'on appelle la gauche radicale de façon vague, que le programme est tout trouvé. Dans la situation actuelle, c'est mettre fin à la pénurie de droits et de ressources qu'organise la bourgeoisie à tous les niveaux de la société, et riposte antifasciste. C'est-à-dire une clarté sur la proposition antiraciste et sur l'absence totale de compromis à faire sur le continuum qui existe entre recul des libertés civiques et désignation de l'ennemi intérieur à partir d'une base et d'une vision, représentation raciste de la société. Et dernier point, c'est de dire, encore une fois, prenons du recul et restons sereins. Moi, je fais partie de plein de gens qui... bien sûr, ont vu la frustration de voir les opportunistes de la NUPES tout détruire. Et je comprends la frustration de ceux qui disaient mais c'était prévisible et on va pas continuer à se coltiner avec ces gens-là. Point de vue électoral, on est obligé là si on veut pas que l'Assemblée bascule. Mais par contre, encore une fois, la question pour nous c'est dans le camp social, les voyants sont au vert quant aux critères de radicalité, encore une fois. Et il n'y a pas la France insoumise telle qu'elle est aujourd'hui, sans le travail des militants des quartiers populaires sur les violences policières, sur l'islamophobie. Il n'y a pas la radicalité de la France insoumise sur l'écologie, sans le développement d'une vision écologique de rupture avec le capitalisme, etc., etc. Et donc, du coup, la question pour nous, ça va être de dire, restons sereins et essayons d'être responsables pour plus que n'importe qui, pour tout le monde et pour d'autres sur le plan électoral, mais... gardons le combat engagé dans l'arène politique, de nos mobilisations et de l'organisation d'un état-major de notre plan social. Là, les syndicats appellent à se rassembler. Demain, ils se réunissent. Et le triptyque syndicat, société associative, parti politique, va falloir le faire bouger. Il va falloir, c'est un héritage du 20e siècle et du 19e, du mouvement ouvrier. Il va falloir le faire bouger. C'est vrai qu'on les entend pas tellement, les syndicalistes, depuis pas mal enfin, les structures nationales, je veux dire. En tout cas, la CGT a clairement parlé de Front Populaire dès ce matin, mais en tout cas, il y a une question qui va se poser de la même manière. Enfin, encore une fois, la séparation sociale, politique, ce matin, mais les années précédentes. Convergence dans les luttes, organisation du rapport de force sur le critère radical de l'orientation dans le camp social et pression via le camp social sur les formes spécifiques qui s'incarnent dans l'espace électoral. Voilà. Alors moi, il y a deux choses. La première, est-ce que le fascisme a vraiment besoin d'abattre la Ve République? Et le deuxième, moi je suis d'accord avec toi sur la question de la responsabilité qu'on doit avoir par rapport aux élections et à la question d'unité. Mais justement, la responsabilité, c'est aussi de ne pas dire unité à tout prix. Tu ne dois pas dire unité sur des choses qui vont devoir coûter cher et très cher. Surtout, et je pense qu'il y a d'autres problématiques entre vous et nous. Et surtout, ce qu'on n'arrêtait pas de répéter, le traumatisme qu'il y a chez les Noirs et les Arabes sur la trahison de la gauche. Et qu'ils ne pourraient pas survivre à une autre trahison. C'est vraiment, ça serait le coup de trop sur cette autre trahison. Écoutez, on va terminer là. Juste des derniers rappels. Merci, vous étiez nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous. 3 derniers rappels. Demain, il y a l'événement avec, j'ai plus les noms exacts, il y a Louisa Yousfi, Ouria Boutelja. Oui, bref, 5 Algériennes debout, demain à Pantin, c'est ça ?
En gros, Relais Pantin. Relais Pantin, donc on en a déjà parlé juste avant, donc demain elles vont parler de l'actualité. La revue qui est juste derrière moi, on a tous les cartons qui sont en bas là, il y en avait beaucoup, donc on va commencer à faire les livraisons, donc n'hésitez pas à commander et on va être aussi sur tous les événements et tout pour vendre cette revue. On rappelle c'est 10 €, mais si vous pouvez donner plus, n'hésitez pas à donner plus. Et vu que je parle d'argent, il y a aussi le Tipeee, si vous voulez qu'on continue à faire ces émissions, qu'on achète de meilleurs micros, même si là apparemment le son ça allait, n'hésitez pas à donner sur Tipeee et sur Twitch. Soyez gentils, donnez pour qu'on puisse changer les micros pourris. Il nous reste un mois de toute façon. Peut-être qu'il reste qu'un mois, donc avant la fermeture de Parole d'honneur, donc autant donner. Et après, on déménagera où? Marrakech. En Irlande. En Irlande. Palestine. En Belgique. Ah oui, en Belgique, en plus, ils parlent français. En Espagne. Ah, Belgique. Une dernière mot très court. Pour nos amis belges et la façon dont ils sont reçus à Bruxelles ce week-end, c'était extraordinaire. Comment Spécial dédicace à nos amis belges et la super émission qu'on a fait ce week-end depuis Bruxelles. Vraiment, c'était extraordinaire, les Belges. Franchement, c'est le top. Ils savent recevoir. Hein. Ouais. Franchement, ils savent recevoir. Hein. Voilà. Et on rappelle aussi le 22 juin, je ne sais plus si c'est le 22 ou le 23, le 23 juin, l'événement avec Ilan Pappé, où on parlera du nettoyage, de son livre Nettoyage ethnique en Palestine et de l'actualité. Et c'est un rendez-vous exceptionnel. Sachez, les gens, qu'on a une énorme chance d'avoir Ilan Pappé. Il reste que 2 jours en France. Tout le monde nous le demande et tout. Et c'est parole d'honneur. Nous le demande parce que oui, mais oui. Comme si on était. Nous le demande. C'est grâce à la fabrique qu'on a. C'est grâce à la fabrique. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à revoir le début de l'émission si vous n'étiez pas là pour l'hommage qu'on a fait à Eric Hazan, l'éditeur qui avait fondé la fabrique. Voilà, merci à tous, merci aux invités, merci beaucoup, merci à l'équipe technique. Merci à l'invitation. Pour cette émission qui devient de plus en plus professionnelle. Et on va essayer de faire davantage d'émissions pendant ces 21 jours avant les élections. Et pour l'instant, on se donne rendez-vous demain. À très vite, Inch'Allah.